suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Harlem Désir. Harlem Désir, bonsoir. Vous avez fondé et dirigé SOS Racisme. Aujourd'hui, vous êtes numéro 2 du PS et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Où sont passés vos cheveux? Je les ai laissés dans les années 90. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes victime d'un racisme anti-chauve? Des fois, je me demande si c'est pas ça. C'est ça. Alors, Harlem, en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de votre adolescence, de votre parcours, de vos combats, de votre carrière, jusqu'à devenir numéro 2 du PS. Aujourd'hui, c'est touche pas à mon poste. Non, parce qu'il en reste encore un au-dessus. Et voilà. En P2, nous accueillerons 2 nouveaux invités pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Franz-Olivier Gisbert, directeur du Point, auteur du best-seller Monsieur le Président chez Flammarion, qui viendra nous dire que Nicolas Sarkozy a tenu au moins une de ses promesses, il l'a viré de France 2. Toujours en P2, nous accueillerons Gilbert Collard pour son livre « Les dérives judiciaires » chez Erol. Alors, Maître Collard, qui défend désormais les thèses du Front National, le problème, c'est que le connaissant, il y a des chances qu'elle prenne perpète. En P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir, Henri Monod. Henri Monod, qui s'est libéré de ses pulsions sexuelles débordantes en se faisant castrer physiquement. Voilà. L'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Ouais. Harlem Désir, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes député européen, secrétaire national à la coordination du Parti socialiste. Est-ce que secrétaire national à la coordination, ça va jusqu'à coordonner les jupes de Martine Aubry avec ses chemisiers? Non, il y a d'ailleurs une blague que fait Martine Aubry de ses vieux vêtements, elle les porte. Bon, très bonne vanne, bravo. Alors, vous êtes le bras droit de Martine. Oui. Vous pouvez pas la chatouiller un peu, qu'elle se détende? Dans le privé, elle est très détendue, Ah ouais. mais c'est vrai que dans sa fonction de maire de Lille, de leader du Parti socialiste, elle prend au sérieux la tâche qui est la sienne. Ah oui, très au sérieux. Oui. 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 Alors, bref, peu de gens le savent, mais vous êtes le numéro 2 du PS. Vous êtes très, très discret là-dessus. Vous avez dit, numéro 2 ne signifie pas hanter les salles de presse. Mon but n'est pas d'être plus souvent dans les magazines. Je ne suis pas un acteur de cinéma. Pourriez? Merci, c'est sympa. Moi, j'aime travailler avec d'autres et essayer de faire en sorte que peut-être eux se mettent en avant, parce qu'on aura besoin d'eux dans les temps qui viennent. Mais quand Martine Aubry va entrer en campagne, vous êtes numéro 1. Non, on verra. Numéro 1, c'est cool quand même, non? Alors, vous avez déclaré dans Libé en 2009, quand on parle de moi aujourd'hui, la ligne directrice c'est « il était jeune et beau, il est devenu sérieux et chiant ». C'était pour le démentir que je disais ça. Vous êtes quand même passé de ça à ça, quoi. Alors, ouais, elles sont pas mal, les lunettes. oui, non, vous êtes très bien, vous êtes très beau. Alors, à l'époque, vous aviez vos marionnettes aux arènes de l'info, c'était avant les Guignols, et depuis, votre marionnette a été recyclée en Ben Laden, vous le savez, ça? C'est ce qu'on m'a dit. Mais regardez, oui, tout à fait, regardez. Non, c'est la même. Non, mais c'est vrai, ils ont fait des économies de latex. Vous auriez pu être le Obama français, quand même, non? Il a fait des très belles choses, Obama. Chacun son parcours, chaque pays est différent. Et puis, il ne faut pas être trop prétentieux. Alors, vous êtes né le 25 novembre 1959 à Paris. Vos parents vous prénomment Harlem, en référence au mouvement noir américain. Il n'y a que votre grand-mère métropolitaine qui refusait de vous appeler Harlem. Elle préférait vous appeler Mimi ou Jean-Philippe, qui est votre deuxième prénom, en fait. Et puis, elle a fini quand même par m'appeler Harlem. Je devais avoir une dizaine d'années. D'ailleurs, le 19 août 1987, dans l'émission d'Antenne 2, L'heure de vérité, vous sortez vos papiers en direct suite à une rumeur lancée par l'extrême droite prétendant que votre vrai prénom, c'est Jean-Philippe et pas Harlem. Oui, en fait, je crois que c'est Jean-Marie Le Pen qui trouvait que c'était pas possible que je m'appelle Harlem Désir. Donc, j'ai fini par me dire, le mieux, c'est que je donne à un témoin devant tout le monde, donc à un de vos confrères, François-Henri de Virieux, qui animait cette émission, ma carte d'identité, et il lira ce qui est écrit dessus. Alors, votre grand-père était martiniquais, né en Guyane. Il était gardien au bagne de Cayenne. Et d'abord, il a été un militaire. Quand il était jeune, il a fait la Première Guerre mondiale. Il a eu les pieds gelés dans les tranchées à Verdun. Et moi, quand je l'ai connu,
il a été progressivement amputé d'un pied, d'une jambe, du deuxième pied. Et c'est vrai qu'après la guerre, il avait été un des gardiens du bagne. Alors votre père, enseignant, puis directeur d'école, catho pratiquant, sympathisant PC, anticolonialiste et admirateur de Frantz Fanon et d'Aimé Césaire. C'est vrai qu'il n'avait pas supporté la guerre d'Algérie et qu'il a voulu me transmettre et nous transmettre à nous, ses enfants, ces valeurs de résistance. Ouais. Alors votre mère métropolitaine, donc virulente, syndicaliste CGT. Donc vous êtes à moitié antillais, moitié métropolitain. Ça veut dire que vous êtes toujours à moitié en retard, quoi. Bon, vous grandissez à Bagneux, vous allez au lycée Claude Monet, fréquentez beaucoup l'aumônerie. Hein. Oui, c'est vrai catho quand même. Hein. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir un aumônier qui était issu des cathos de gauche, très engagé. Il nous parlait de la théologie de la libération. C'était les prêtres du Brésil. Progressistes au Brésil, avec Dom Hilder Camara, qui se battait pour les Indiens, pour les paysans sans terre, déjà. C'est une sorte d'altermondialisme avant l'heure. Votre kiff, c'était quand même la musique, hein. J'ai failli devenir batteur. Vous commencez à jouer de la batterie au lycée en 3e, vous avez 14 ans. Vous êtes dingue de Christian Vander, de Magma. C'est vrai. Je voulais être batteur de jazz, de rock. Et puis, j'adorais Hendrix, qui pour moi reste vraiment Mozart de la guitare électrique. Vous dites, quand j'assiste aujourd'hui à un concert, je regarde le batteur et je me dis, peut-être que dans une autre vie, j'aurais pu être là. Vous regrettez? Des fois, je me dis, quand même, cette force qu'a la musique, qu'a l'art en général, mais notamment la musique, de création, d'évocation, de rassembler les gens. Et un peu dans SOS, en organisant les concerts, j'ai essayé de me rattraper. Oui, c'est vrai. Alors, évidemment, dans votre enfance et votre adolescence, vous avez été confronté au racisme. Vous dites, on m'a souvent traité de sale nègre, mais c'était tellement imbécile que ça ne m'a pas atteint. Parce qu'à l'époque, celui qui disait ça, c'est lui qui s'isolait. Ça paraissait totalement absurde parce qu'on était tous mélangés sur les bancs de l'école. Il n'y avait pas de ghetto encore. Et celui qui était raciste, c'est vraiment pour un idiot. Alors, faites vos études à Créteil, puis à Paris, vous intéressez à la politique, mais avec un côté catho de gauche. Hein. Ensuite, vous entrez à l'UNEF, vous passez votre licence de philo, et vous dites, j'ai un regret, ça fait 2. J'ai pas terminé mon mémoire de maîtrise sur la Révolution française. Et à cette époque, mon regret, ça a été de ne pas devenir enseignant, parce que c'est ça que je voulais faire, enseigner l'histoire. Puis il y a eu la vie, il y a eu SOS Racisme. Justement, oui. C'est là qu'avec votre pote Julien Drey, vous observez la marche des beurs. Le 15 octobre 1983, il y a 32 beurs qui partent de Marseille. Et le 3 décembre 1983, ils sont 100 000 à défiler entre la Bastille et Montparnasse. Donc c'était énorme. Ça vous a marqué, ça vous a... Oui, c'est la vie, il y a des urgences, des fois, on est obligé de réagir. Et c'est vrai qu'on commence à voir dans ces années-là l'espèce de démagogie anti-immigrée, insupportable. Il y a des problèmes, il y a du chômage, il y a de la criminalité. Hein, c'est de la faute aux immigrés. Et c'est vrai qu'on se dit à ce moment-là, il faut y aller, il faut pousser. Et comme ça n'a pas embrayé tout de suite, on s'est demandé comment relancer tout ça, comment mobiliser toute une génération qui était directement concernée. Ça a donné SOS. Voilà, parce qu'à l'époque, en plus, en juin 84, le FN fait 10% aux européennes. Donc la gauche se pose des questions. Et c'est dans ce contexte, un an après la marche des beurs, presque jour pour jour, qu'est créé SOS Racisme, dont vous devenez le premier président. Bon, au début, on s'est dit qu'il faudrait quand même rassembler 10-15 000 personnes, et puis ça a terminé avec des centaines de milliers. Succès fulgurant. Il faut dire que la vente de dizaines de milliers de badges en forme de main avec le slogan « Touche pas à mon pote » a été pour beaucoup aussi dans la médiatisation du mouvement, plus les concerts à la télévision, enfin, etc. Et il y a eu beaucoup de personnalités qui se sont ralliées à SOS Racisme, à commencer par Simone Signoret. Et Coluche, et beaucoup d'autres. Alors là, vous faites les unes des magazines, des émissions de télé, et puis il y a le fameux concert à la Concorde, le premier, 300 000 personnes, c'est extraordinaire. La musique et le concert étaient un prétexte pour dire non au Front National, en fait. Voilà, alors là, vous devenez une star, hein, mais vous dites la notoriété m'a pesé, c'est une forme d'esclavage. C'est vrai que l'amplification que donnent les médias à la personnalisation, c'était quelque chose qui m'a un peu surpris, à quoi je n'étais pas préparé. Mais bon, j'ai essayé de continuer à vivre normalement avec mes potes. Voilà. Le commencement de la fin de SOS Racisme, c'est au début des années 90, quand Serge Malik publie l'histoire secrète de SOS Racisme. Voilà, il a balancé sur des magouilles. Il a critiqué nos liens avec François Mitterrand. Bon, après, c'est normal quand un mouvement
dur, il fait aussi des bêtises, il fait des erreurs, on peut le critiquer, mais il est toujours là, ce mouvement SOS Racisme. Il n'a peut-être pas la même ampleur, mais il continue à se battre pour le droit au logement, contre les discriminations à l'entrée des boîtes de nuit, pour les gamins qui ont besoin d'avoir des stages et qui ne sont pas pris parce qu'ils ont un nom à consonance étrangère. Et donc, je crois que c'est ça qui est important. Il y a du travail, ça c'est sûr. Alors, ce qui a été aussi assez négatif, c'est quand il y a eu la guerre du Golfe, vous êtes sur une ligne pacifiste, hein, et en fait, Pierre Berger, qui était quand même le financier du mouvement, et puis les pro-israéliens ne sont pas du tout sur cette ligne pacifiste. Là, il y a eu quand même un affaiblissement du mouvement. Oui, parce que le mouvement, au départ, il avait rassemblé par-delà tous les clivages d'opinion, d'une certaine façon, sur une base de valeurs républicaines et morales, et c'est sa force. Et là, il s'engageait dans un débat plus politique. Et c'était peut-être une erreur, d'ailleurs, on fait des erreurs. Et à ce moment-là, c'était clivant. Alors, 3 ans plus tard, vous entrez au PS. Alors, aujourd'hui, SOS Racisme est moins fort, mais le FN est plus fort. Hortefeux, Zemmour aussi. Est-ce que ça a servi à quelque chose, finalement, tout ça ? D'abord, moi, je crois que tous ceux qui se sont engagés à un moment dans ce mouvement, qui ont porté la petite main, tous ces jeunes, ils ont permis de dresser un cordon sanitaire vis-à-vis de l'extrême droite. En France, on n'a jamais eu, comme en Autriche, par exemple, l'extrême droite dans un gouvernement. Jamais ça n'a été accepté. Quand certains ont fait des alliances dans des régions, on se souvient de Charles Millon, par exemple, en Rhône-Alpes, ça a été refusé. Ça a été refusé, absolument. Ça a été refusé par les électeurs, par-delà les clivages de droite et de gauche. Aujourd'hui, les Français n'accepteraient pas de donner les clés à cette extrême droite raciste-là. Ça a servi à ça? Je crois que oui. Il vous en reste des badges « Touche pas à mon pote » ? Il m'en reste quelques-uns. Combien? Mais je sais pas, il doit m'en rester une dizaine parce que régulièrement, je rencontre un gamin qui dit « Ah, je me souviens que mes parents portaient ça, est-ce que t'en as ?» Alors je lui donne, c'est des amis, c'est des enfants des amis, et donc le stock diminue. Nous sommes toujours en compagnie d'Harlem Désir. Et nous accueillons Franz-Olivier Gisbert et Gilbert Collard. Bonsoir. Alors, Franz-Olivier Gisbert, donc bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour un livre étonnant. Nicolas Sarkozy est un président éblouissant. Sous-titre, oubliez tout ce que j'ai pu dire sur lui. Franz, pensez vraiment que ça va suffire pour qu'il vous redonne une émission sur France 2? Je vais peut-être en faire un deuxième et puis un troisième. Oui. Ouais, en fait, votre livre s'appelle Monsieur le Président. Il est publié chez Flammarion et il s'est déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires. Ouais. Voilà. Ouais. Bravo. À notre époque, c'est rare. Hein. Sarkozy, quand même, il y a du bon. Hein. Ouais. Il aura moins réussi à quelque chose. Il y a un truc qui marche, oui. Alors, mis à part les dernières pages, on ne peut pas dire que vous faites de Nicolas Sarkozy un portrait très flatteur. De là à penser que ça vous a coûté votre émission sur France 2, il n'y a qu'un pas. En fait, il a toujours voulu vous faire virer de partout, à commencer par Le Point, que vous dirigez. Alors là, ça n'a pas traîné. Hein. En même temps, un dossier qui avance vite sur France Télévisions, c'est bien. Non, écoutez, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que, d'abord, je ne veux pas me plaindre. Moi, je ne suis pas du tout dans la pleurnicherie. Je ne comprends pas, d'ailleurs, ces gens qui sont assis sur leur siège toute leur vie. Voilà, de temps en temps, on reçoit un coup. On donne des coups. C'est normal aussi d'en recevoir. C'est vrai que dans le bouquin, vous avez laissé les fautes d'orthographe en hommage à Nicolas Sarkozy. Votre émission sur France 2, Semaine Critique, est terminée. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas vu cette émission, enfin, je veux dire pour tout le monde, vous pouvez nous dire ce que c'était? C'était une émission culturelle. Culturelle? Oui, culturelle. Il faut dire qu'en France, dès que tu montes pas ton cul, c'est culturel maintenant, à la télé. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est une émission culturelle. Non, il y avait des heures de livres, des tas de philosophes, des gens extrêmement sérieux. Bien, non, c'est vrai. Moi, j'aimais beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où le président de la République fait supprimer des émissions culturelles. Il y a, en Italie, il y a Poutine, en Russie. Voilà. À l'annonce de la suppression de votre émission, le standard de France 2 a été submergé d'appels. Le problème, c'était les producteurs qui voulaient le numéro de Nicolas Bedos, en fait. Il était formidable, Nicolas. Non, mais Nicolas vous l'avez révélé, vraiment. Nicolas Bedos, c'est incroyable, c'est vraiment un prodige, quoi. Je trouve qu'il a absolument tous les talents. Grâce à vous, on a appris que Nicolas Bedos était le fils de Pierre Desproges. Mais ça, c'est un truc qu'on ne savait pas. Hein. Donc, pour vous, la suppression de l'émission Semaine Critique, est-ce que c'est le fait du prince ou une audience critique? Ah, c'est pas mal comme question. D'abord, le fait du prince, moi, je commande pas ça. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Voilà. Je veux dire, il y a un petit peu de décence à avoir, je trouve, quand on est dans nos métiers. D'abord, c'est que du bonheur. De temps en temps, on se prend un coup dans la gueule. Ben, moi, ce qui ne me tue pas me renforce. Et franchement, je me sens pas du tout victime. Non, vous n'êtes pas une victime, ça c'est sûr. Alors après, audience critique, franchement, les résultats n'étaient pas si mauvais, puisque de toute façon, on était toujours à un point, c'est-à-dire à plus de 600 000 téléspectateurs. Parfois, on faisait des pics. Et puis, on avait des parts d'audience
audiences, on est allé jusqu'à 8, 9, qui étaient quand même confortables, quoi. Ça existe. Enfin, il y a des émissions de prime time qui font autant. Hein. Et à la rentrée, alors, on parle de vous sur France 5 Bah oui, enfin moi je vous disais, je fais des propositions, on en fait, j'écoute, on discute. Mais alors, si c'est pas France 5, c'est quoi, les oliviers et la confiture, là, dans le midi, là, non? Ah, le midi, hein. Le midi, oui. Le midi. Le Les midi. vieux oliviers qu'on taille. C'est bien, et puis le les midi, confitures, j'adore, je suis la reine des confitures. D'abricots et de fraises, surtout. Mon petit chat. Alors, ce que j'aime en fait dans le bouquin, c'est quand Nicolas Sarkozy menace de vous casser la gueule. Il vous appelle parce qu'il y a un papier de Patrick Besson disant que Carla Bruni, enfin, était une... Je le dirais pas. Non, pas du tout. Il disait pas ça, c'est pas vrai du tout. Oui. Non. Il disait au président de la République, c'était des conseils en lui disant faut se méfier parce que voilà, elle plaît beaucoup, donc il faut pas trop la montrer, il faut pas la montrer à un tel, il faut pas la montrer à un tel, etc. C'était ça le ton du papier. Mais vous savez, ça c'est normal aussi de se faire engueuler par le président de la République quand on est directeur du journal. Oui, c'est chic. Dans tous les journaux où j'ai travaillé, Le Point, je me suis fait engueuler, le président de la République vous téléphone en vous engueulant. C'est vrai que Nicolas Sarkozy gueule peut-être un peu plus fort. Parfois, il y a des adjectifs, j'ai expurgé un peu. Non, mais c'est formidable, ce passage. Pour que les enfants puissent lire le livre, j'ai enlevé les adjectifs. Parce que, enculé, on peut le dire, il n'y a pas d'enfant qui regarde. Il y a un truc quand même qui est... Est-ce qu'un mec qui a la bombe atomique, qui veut vous casser la gueule, est-ce que c'est pas inquiétant? Non. Ah non, vous trouvez pas? Non, parce que ça, je veux dire, vous les connaissez, les politiques. Ils sont tous pareils, même quand ils ont beaucoup de classe. Mais est-ce qu'il aurait appelé le directeur de l'Express à l'époque, de Gaulle, pour lui dire « je suis pas content d'une chronique » Il aurait pas fait ça. Je veux dire, moi, je trouve... Et surtout l'épouse de Gaulle ne risquait rien. Oui. Non. Qu'est-ce qu'il est macho, celui-là? On va lui faire parler de DSK, c'est horrible. C'était Yvonne, non? Non, mais entendre des trucs pareils. Je veux dire simplement. Je veux dire, moi, je me suis fait engueuler aussi par Mitterrand. Bon, il hurlait peut-être pas dessus, mais il avait la colère un peu sifflante, etc. C'était normal. Chirac, il pouvait aussi vous gueuler dessus, et grave, vous voyez. Et quand on t'engueule comme ça, comment tu réponds? Mais non, mais attendez... Mais il s'en fout. Moi, une fois, je l'ai engueulé parce qu'il y avait un papier détestable dans Le Point sur moi. Je l'appelle, mais il prend ça très calmement. Je veux dire, moi, c'est vrai, quand le journal sort le jeudi, sur le portable, ça sonne tout le temps. Et je prends et je prends pas. Si je vois que c'est quelqu'un qui va être très en colère parce qu'il était attaqué, bon, j'ai appris ça depuis longtemps, il faut l'appeler 3 jours après. Bien sûr, pas le jour même. Parce je t'ai pas appelé, moi, pour le dernier papier. C'est vrai? Moi, je m'en tape, moi. Non, dites-moi alors, Franck, sérieusement, à la fin du bouquin, il y a un truc incroyable. Vous nous expliquez que Nicolas Sarkozy est subitement devenu extrêmement cultivé, que vous vous battez sur Steinbeck et c'est lui qui a raison. Enfin bon, c'est vrai ce truc? Pourquoi j'aurais pas écrit si c'était pas vrai? Il a lu des tas de livres, je veux dire, il en parlait très bien, et c'était... je veux dire, il peut être cultivé. En plus, il est hypermnésique, donc il se souvient de tout, Sarko. Il peut être cultivé sur le tard, mais en même temps, la culture est neuve. Je veux dire, il n'a pas la culture d'un type de 56 ans normal, enfin, quelqu'un qui aime beaucoup. C'est-à-dire, il reconnaît, d'ailleurs, c'est dans le livre, il dit « Ah, mais je ne peux pas parler des Russes, je ne connais pas la littérature russe. » Donc, il y a encore du boulot. Les derniers mots du livre, c'est « Il est fait, il est fini ». Vous voulez dire qu'il est enfin sorti de l'enfance ou qu'il est foutu pour 2012? C'est mon côté sale gosse, évidemment, à double sens. Alors, vous prenez comme vous voulez. Bon, il faut lire le livre, en tous les cas. Hein. C'est vraiment bien, non, vraiment. Merci. Alors, Maître Collard. Maître Collard. Rebonsoir. Qu'est-ce qu'il arrive? Alors, Maître Collard est avocat. C'est le métier qui consiste à parler aux journalistes à la sortie d'un tribunal pour dire « c'est une honte pour la justice française ». Le métier qui consiste aussi, avec celui du juge d'instruction, à nous balancer les dossiers. Pour voilà. Alors, n'est-ce pas? Moi, je fréquente pas les journalistes. Gilbert, vous êtes né à Marseille. Ça a dû vous faire bizarre quand vous avez fait du droit et que vous avez vu qu'il y avait toutes ces lois. Et je me suis dit, on va pouvoir les contourner. oui, bien sûr. Alors, vous avez 63 ans, Gilbert. Oui, ça se voit pas. Il vous reste combien à tirer? Mais je tirerai tout ce que je peux auprès de ma femme. Ah ben c'est Marseille, hein. Que faire? Alors, tu sais qu'on se voit souvent tous les deux. Ben je sais, vous bouffez ensemble à Marseille. Au Don Corleone. Au Don Corleone, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est à Marseille, moi je pardonne tout aux Marseillais. Là, il déconne en ce moment. Gilbert, vous êtes considéré comme l'avocat le plus médiatique de France. Ça vous perturbe pas toutes ces caméras parce que vous savez pas laquelle regarder là? Mais je vous regarde vous. Ah oui, d'accord, regardez-moi moi, d'accord. C'est pas un nez que vous avez fait une caméra. Alors, vous avez été l'avocat de Richard Virenque, de Charles Pasqua, de Christine Devier-Jancourt, de Pierrette Le Pen, de Brigitte Bardot. C'est pas une clientèle, ça, c'est un casting de la ferme célébrité. Ça. Mais vous oubliez tous les anonymes. Oui. J'ai même défendu un chien. Non. Mozart. Je croyais qu'il s'appelait Beethoven, le chien, moi. Les parents, les époux s'étaient séparés, ils voulaient la garde du chien, je te jure. Et il a fallu plaider pour savoir à qui on allait donner la garde du chien.
Alors Gilbert, vous êtes récemment engagé auprès de Marine Le Pen. Vous avez déclaré « Je ne suis pas au Front National, je suis mariniste ». Donc vous n'avez pas de carte du FN, on est bien d'accord? Je suis un ancien élève des pères maristes. Donc. Oui, donc c'est normal. Du point de vue de l'inconscient, ça a peut-être un lien. Comme vous dites, Gilbert, Marine a condamné le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie. Elle a dit « La Shoah est la pire des choses ». Vous voulez dire que la présidente du Front National ne serait pas raciste? Non, mais ils le savent, les militants, ça? Parce que vous pouvez lui couler sa carrière, là. Mais elle a pris le risque. Hein. Je peux vous dire que si je vois un raciste, je lui crache à la gueule. Vous avez du boulot. Il y a du boulot, mais c'est aussi un fonds de commerce. Hein. Vous êtes bien placé pour le savoir. Gilbert, vous avez déclaré « Si demain, un mec fait un signe nazi et qu'il n'est pas exclu du Front National, je dirais ne plus rien avoir à faire avec elle. » Et si le signe nazi, il est fait en cachette sous la table? Mais si je ne le vois pas. Ah, d'accord. Parce que vous faites des signes nazis en cachette, ou? Non. Enfin, il y en a un qui a fait un signe nazi récemment. Ouais. Marine Le Pen a dit qu'il serait exclu, mais Jean-Marie Le Pen, qui est quand Il a même été toujours exclu, le président d'honneur du Front National, et Gollnisch s'y sont opposés. Il a été exclu. Donc, visiblement... ce qui prouve qu'elle sait dire non à l'un et à l'autre. Et puis, puisque j'étais là sous la main, ton alliance, là, ton arrivée au Front National avec Marine Le Pen, en fait, tu veux devenir maire de Marseille, c'est ça? Ah non, pas du tout. Oh là là, non. Ce n'est pas la mairie de Marseille qui m'intéresse. Et quelle autre mairie? Vichy, tu n'as pas de chance, hein. Tu as déjà essayé? Aucune chance. Fiasco total. Fiasco. Attends, 25%. Non. 25% en ayant tout le monde contre moi, y compris les racistes. Mais Marseille, tu nous dis ici que tu ne seras jamais candidat à la mairie de Marseille? Je ne dis rien. Tu jures? Ici, là? Je ne dis rien. Ouais. Harlem, quand vous voyez Maître Collard, qui est un mec sympa et tout, devenir mariniste, ça vous fait de la peine quand même, non? Oui, j'espère que c'est passager, mais c'est vrai que ça me fait un peu penser on voit qu'il est en deuil. Exactement, non, mais c'est vrai, c'est un personnage très sympathique, très engagé. Sympa. Ça fait penser un peu au patron du bistrot que vous allez voir de temps en temps. Il fait 2-3 vannes, parfois un peu limite sur les immigrés. Mais enfin, vous jamais fait de vannes limite. Non, mais enfin bon, vous vous dites c'est pas très grave. Et puis un jour, il vous dit qu'il a adhéré au Front National. Là, vous avez plus envie d'aller au bistrot, quoi. Vous dites Marine Le Pen a condamné le racisme, etc. Dans le programme du Front National, il y a toujours la préférence nationale. La préférence nationale, en fait, ça veut dire la discrimination. C'est ça, l'ingro qu'il a inventé, c'est le Front populaire. Par le Front National, comme ils disent qu'ils veulent remettre en cause. C'est le Front populaire qui l'applique, la nationalité. Quand c'est le Front National qui l'applique, c'est mal. Non, parce qu'ils veulent remettre en cause le fait que tout un tas d'enfants d'immigrés, mais qui sont nés en France et qui ont depuis la nationalité française, sont français. Ils disent qu'ils ne peuvent pas parce que leurs parents sont tunisiens, sont algériens, etc. Donc ils ont la double nationalité. Donc en fait, ça revient bien à faire une discrimination ethnique, raciale. Je voudrais vous poser une question. Avec plaisir. Vous êtes irréprochable, Harlem Désir? Oh, personne ne l'est. Bon, alors, Camembert, hein? Personne ne l'est. C'est le degré zéro, la discussion politique, quand même. Non, pour une raison très simple. Oui. C'est que, quand il parle de la préférence nationale, j'accepte. Mais quand il se dresse sur la morale, tu vois, là, moi, je sors défends les fiches. Des idées que tu défendais il y a quelques années. Je sors les fiches, parce que je veux dire un truc. Les moralistes de gauche, ils commencent vraiment à me fatiguer. Bien. Gilbert, vous avez déclaré « J'aurais voulu faire de la scène, et comme mes parents ne voulaient pas, je me suis dit, le barreau est un grand théâtre. » Il y a un public, là. Ouais. Il est obligé de venir. Eh oui. Même si tu n'es pas bon. Ouais. Vous regrettez pas de ne pas avoir été comédien, quand même? Ah si. Ah bon? Je regrette vraiment de ne pas avoir été comédien, oui. Lui, il aurait été batteur, vous, comédien. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit, toi? Cuisinier, toi, non? Moi, confiture. Les confitures. Il voulait bosser chez Bonne Maman, lui. Non, ma grand-mère disait que je serais cuisinier. Ouais. Et moi, je voulais devenir écrivain. Déjà, quand j'avais 9 ans, j'écrivais des romans. Mais t'es un bon écrivain. Il faisait parfois 4 pages, parfois 10, parfois 7. Tu vois, des petits romans. T'as pas perdu ton temps, je te le dis. Ouais. Alors, Gilbert Collard, vous publiez aux éditions Erol un livre intitulé « Les dérives judiciaires ». Et c'est Franz-Olivier Gisbert qui va faire le pitch. Les dérives judiciaires? Oui, tu l'as lu, son bouquin? Non, parce que j'ai reçu... Mais pourquoi tu lis jamais les bouquins? Attends, c'est pas vrai. Non, ces livres, il n'y rien. Oui, mais attends, j'écris tellement de livres que c'est beaucoup... Voilà. Il va pas lire les livres des autres en plus, quand même. Hein. J'écris des livres aussi. Bon, alors, Gilbert, explique, vends ton bouquin, là, fais ta plaidoirie. Allez, vas-y. Non, mais je veux pas le vendre, d'abord pour ce que ça me rapporte. Hein. Mais non, j'ai essayé de comprendre pourquoi la justice est à ce point devenue folle. Bon, l'exemple que tout le monde connaît, c'est la garde à vue. Hein. Bon. Par exemple, le droit au silence. Il y a une loi qui l'impose. Les policiers gardent pas le silence, ils gueulent. On rétablit l'interdiction de demander le droit au silence. Et puis la Cour de cassation dit qu'il faut l'imposer. Et puis elle dit le contraire. Et puis la Cour européenne dit qu'il faut l'imposer. Et finalement, on a une réforme qui va intervenir, qui y est complètement devancée par le bordel complet, quoi. Je t'avoue franchement que si aujourd'hui, un juriste peut dire « je connais la loi », il est d'une prétention inouïe.
Mais tu peux prendre le risque parfois d'évoquer un texte qui n'existe pas. Ça, c'est drôle. Je t'assure, devant un tribunal, tu sens le magistrat perplexe. Toi, il se dit, mais tu sais que ça m'est arrivé de dire, vous savez, la jurisprudence de la Cour européenne. Et tu vois le président qui se dit, putain, mais attends, je vais peut-être pas. Ça va. C'est pour dire à quel point. Et voilà, mesdames, messieurs. Alors, c'est un peu anecdotique, mais ça montre à quel point on est dans un désordre inouï. Bon, écoute, je fais un recours en révision pour un type dont je pense qu'il est probablement condamné à tort. Il a été jugé par la cour d'assises de Draguignan. Il a fallu, pour que le dossier aille de la cour d'assises de Draguignan à Paris, 1 an. Oh, 1 an. Dans une matière où un type dit « je suis innocent ouais. ». Il faut entendre un témoin qui peut établir mon innocence. 1 an. Et il a fallu que j'engage la responsabilité de l'État pour qu'on se décide enfin à envoyer le dossier. La justice est folle. On passe maintenant à ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Caroline Fourest, chroniqueuse au Monde et à France Culture, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. À qui profite l'affaire DSK? Ben, à François Hollande et à Martine Aubry, qui ont grimpé dans les sondages, à Nicolas Sarkozy aussi, qui a repris quelques points, aux chaînes d'infos, bien sûr, qui ont battu leur record d'audience. Bref, l'affaire DSK profite à tout le monde, sauf à Marine Le Pen. Mais quelle folie! Ben oui, la principale victime de l'affaire DSK, après la femme de chambre, bien sûr, c'est Marine Le Pen. Pourtant, juste après l'arrestation de DSK, elle a cru marquer des points en mettant tout le monde dans le même sac. J'ai, dès les premières minutes de l'affaire, tenu à dénoncer l'omerta de la classe politique et médiatique qui préservait un silence complice. Alors là, l'argument du silence complice des médias, alors que l'affaire DSK s'étale à la une de tous les journaux, franchement, pas très convaincant. Alors, quand l'affaire Tron a éclaté à son tour, elle a tenté d'en faire plus en réclamant sa démission. Est-ce que Georges Tron doit démissionner, selon vous? Oui, mais bien sûr, je le crois. Et même de ces deux fonctions, de maire et de ministre de la fonction publique. Mais dans le grand déballage ambiant, Georges Tron, elle n'a rien gagné dans les sondages, au contraire, elle n'apparaît même plus au second tour. C'est là un formidable message d'espoir. Comme quoi, l'affaire DSK et le grand déballage étaient censés alimenter le populisme, favoriser une campagne de caniveau et bien sûr faire le jeu du Front National. Ben finalement, pas tant que ça. C'était pareil en 2007, quand Nicolas Sarkozy a mené une campagne très sécuritaire. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. C'était censé faire le jeu du Front National. Tout ira pour le mieux, en ce qui nous concerne en tout cas. Résultat, Le Pen a fait à peine 10% au premier tour. Il y a sans doute Nicolas Sarkozy qui est venu chasser sur les terres de Jean-Marie Le Pen. Et ça, les militants le vivent assez mal. En fait, quand le Front National est le seul à prendre la parole sur un sujet sensible, il gagne des voix. Je n'ai fait que dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Mais quand on met les sujets sensibles ou les scandales sur la table pour que tout le monde en parle, ben, on dirait que ça fait reculer l'extrême droite. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grave. Voilà. Caroline Fourest, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef de la revue Pro-Choix, chroniqueuse au Monde et à France Culture, et vous venez de publier, avec Fiametta Vénère, une biographie de Marine Le Pen chez Grasset. Bienvenue. Alors l'affaire DSK, finalement, n'a pas tellement été une bonne affaire pour Marine Le Pen. Au contraire, elle se tasse un peu dans les sondages. Elle n'est plus en tête au premier tour. Elle n'est même pas qualifiée pour le second. Pas mieux pour Mélenchon. Donc finalement, pas d'effet d'aubaine pour les populistes. Pourquoi, à votre avis ? Parce que d'abord, je pense que Marine Le Pen a perdu son adversaire rêvé, idéal. Jean-Marie Le Pen s'est vanté, après l'affaire DSK, a eu un regret. Il a dit Marine l'aurait défoncé dans son langage à lui. Je pense qu'il se vantait un petit peu. C'est plutôt lui qui l'aurait défoncé. Mais ce qui est bien, c'est que depuis que j'écoute Maître Collard depuis le début de l'émission, je me dis comme c'est lui qui va incarner la défense des droits des femmes contre le moralisme sexuel, avec le nombre de remarques sexistes qu'il a fait depuis le début de l'émission, il est quand même bien barré. Madame Trump sans plume, la grenouille d'Encrier, là, la petite leçon, là, allez. Ah, vous êtes formidable, vous êtes parfait. C'est joli, ça va bien. Oui. Pourquoi Marine n'a pas profité de l'affaire DSK ? Parce que, vous voyez, dans le niveau déjà un peu compliqué, tout le monde sent bien que c'est assez glauque comme ça, personne n'a envie d'en rajouter. Et en plus, je pense qu'effectivement, la candidature de Marine Le Pen avait une justification beaucoup plus forte face au candidat du FMI. Elle aurait pu jouer le registre des pauvres contre les tenants de la mondialisation financière. Elle aurait pu jouer peut-être même la carte de la défenseur des femmes face à une forme de machisme, sauf si Maître Collard s'était emmêlé, évidemment. Et donc là, elle perd un adversaire de poids, donc elle se tasse un peu. Est-ce que aussi elle est moins présente dans les médias ? Parce que c'est vrai qu'à un moment,
Elle a commencé à être invitée un peu partout. On lui demandait son programme économique. Elle s'est aperçue que c'était pas terrible, donc on l'a moins vu dans les médias. Comme Mélenchon, elle était très énervée. Et à un moment, ils ont dû lui dire « calme-toi, parce que là, tu vas pas faire l'année, quoi ». Quand Marine Le Pen a fait sa conférence de presse pour crédibiliser son programme économique, parce que c'est vrai que tout le monde avait de sérieux doutes sur sa capacité à tenir une proposition un peu sérieuse, elle a fait une grande conférence de presse, mais qui a été un four total. Vraiment une calamité. On l'a moins vu. Mais pourquoi ça a été une calamité? Parce qu'elle a présenté des experts qui étaient soi-disant de hauts fonctionnaires très importants qui ne voulaient pas donner leur nom, dont un travaille à Bercy et s'est vanté de faire fuiter des documents sur sa clé USB depuis le ministère de Bercy, ce qui est quand même très contraire au devoir de réserve de n'importe quel fonctionnaire un peu responsable. Donc c'était un peu ridicule en plus des propositions. Ceci dit, je reste franchement préoccupée par le fait que le contexte est très porteur pour les idées de Marine Le Pen, surtout si elle arrive à faire croire qu'elle a changé le fonds de commerce et repeint la boutique. Comme certains veulent bien le croire, quand on enquête sur les coulisses, c'est plus compliqué. Vous démontez dans votre bouquin, c'est vrai. Franz-Olivier Gisbert. Je trouve qu'elle n'avait profité plus de grand-chose depuis déjà quelques temps. Et vous savez, il y a un problème en France, c'est ce que j'appellerais la connerie journalistique. Des journalistes de Paris, là, qui sont toujours entre eux à raconter les mêmes histoires et qui regardent les sondages et qui s'imaginent que voilà, ça va continuer de la même façon. Mais il faut être con comme un journaliste moyen, disons. Je suis désolé pour ma profession, mais il faut être con vraiment pour penser que les élections sont déjà faites un an avant. Mais à chaque fois, c'est la même histoire. Souvenez-vous, autrefois, c'était Barre en 88, c'était Giscard en 81, enfin, chaque fois, c'était Balladur en 95, c'était Jospin en 2002. Et c'est toujours le même plantage. Et évidemment, de toute façon, Strauss-Kahn, il suffit de regarder, il suffit de le regarder à la télévision, quand il a fait son numéro aux 20h, avec sa gueule de type qui a bien profité et qui disait, je viens là pour m'occuper des pauvres, de toute façon, ça n'allait pas le faire. Ça n'allait pas le faire. Et donc, Marine Le Pen, de la même façon, il y a une bulle comme ça, et cette bulle a explosé, et maintenant on va passer aux choses sérieuses. On voit bien que l'élection, elle va se jouer entre d'un côté Nicolas Sarkozy, et de l'autre, soit François Hollande, soit Martine Aubry. Et c'est tout, et c'est comme ça, et c'était écrit déjà depuis le départ. Alors Harlem, vous, quelle est votre explication? Bon, d'abord, je crois que les Français comprennent que c'est un drame personnel, ça touche une personnalité politique. La gauche ne se réduit pas à une personne. Si c'est pas celui-là, Dominique Strauss-Kahn, ils se disent, il y a d'autres personnalités. Moi, j'ai envie d'aller dans son sens, parce qu'on a fait comme tout le monde, évidemment, des couvertures sur DSK, puis la deuxième semaine, je me suis dit, merde, on en a déjà marre, c'est un fait divers, un énorme fait divers qui a sidéré tout le monde, mais essayons de passer à autre chose, de politiser le truc. On a fait une couverture avec Strauss-Kahn qui partait et Hollande qui arrivait. Carton. Carton, vous comparez aux ventes des autres, carton. Pourquoi? Ça veut dire que les Français, ils ont déjà tourné la page, ils sont déjà en train de se dire qu'est-ce qui va se passer après, et voilà. À mon avis, l'affaire DSK ne profite ni à Marine ni à Mélenchon parce qu'elle ne profite à personne. Mais il y a cette espèce de vide qui fait qu'on a vu sortir comme ça Hollande, qui se préparait déjà à bondir, qu'on a vu Martine Aubry, et pour l'instant, on n'a pas d'adversaire à gauche. Il y a des candidats à la candidature, mais il n'y a pas encore une cible. Bon. Et puis, attendons, d'un point de vue sociologique, l'effet bistrot, pour savoir ce que l'opinion publique va réellement ressentir dans cette affaire. Il y a eu un moment intéressant, c'est qu'au tout début de l'affaire, Marine Le Pen a commencé à expliquer, ce qui est aussi un classique du Front National, mais tout le monde savait. Alors là, il y avait un premier problème, parce que si elle savait, pourquoi elle ne l'a pas dit? De deux choses l'une, soit elle parle, soit elle se tait, comme nous tous, parce qu'on n'a pas de preuves, et parce qu'on était loin d'imaginer quelque chose d'aussi violent si ça s'est avéré vrai. Et puis ensuite, il y a aussi autre chose, c'est que le Front National, s'il va trop loin sur le terrain, de dire maintenant il faut ouvrir tous les lits, tous les placards, toutes les casseroles. Jean-Marie Le Pen, ça fait un moment que ça lui fait très très peur qu'on s'intéresse de trop près à ces questions-là. Bien. Harlem, alors. Je crois qu'on a besoin à la fois d'intransigeance par rapport à tous les actes de harcèlement, de pression et encore plus de violence sexuelle. Et si ça existe dans le monde politique, il faut le condamner, le refuser. S'il y a eu trop d'indulgence ou de maquillage ou de couverture, c'est intolérable. Mais de l'autre côté, il faut donner de la dignité au débat public et au débat politique. Vous, dans votre bouquin, ce que vous dites en gros quand même, c'est que Marine Le Pen, c'est la plus opportuniste du monde politique, finalement, c'est ça? C'est vrai que quand le Front National donne des leçons d'opportunisme aux autres partis, on est assez amusé quand on enquête dessus, oui. Le FN, sous Jean-Marie Le Pen comme sous Marine Le Pen, c'est un parti attrape-tout. Il s'agit de dire aux Français ce qu'ils ont envie d'entendre selon les moments. Donc, pendant 30 ans, par exemple, le Front National a été un parti ultra-libéral. Il fallait tout déréguler, moins d'État, payer moins d'impôts. Après la crise financière de 2008, ça ne nous a pas sauté aux yeux que c'était effectivement la bonne idée, la bonne intuition. Marine Le Pen arrive et elle dit on va tout changer, c'est l'État contre la mondialisation, mais papa avait raison avant tout le monde. Alors qu'il avait tort avant tout le monde. Elle est dangereuse, Marine Le Pen, suite à votre enquête?
Elle est dangereuse quand j'entends des gens dire ce qu'on a entendu tout à l'heure, il n'y a plus de racistes au Front National, tout a changé, tout va bien, c'est plus qu'un parti national qui défend la France. Et si des gens y croient, il faut qu'ils se renseignent. Caroline, merci d'avoir été avec nous. De rien. Votre livre est très intéressant et très documenté, toujours. Nous sommes toujours en compagnie d'Harlem Désir, de Franz-Olivier Gisbert, de Maître Collard. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Henri Monod. Bonsoir. Alors, Henri Monod, vous avez 65 ans, vous êtes retraité, vous avez une vie de famille épanouie, et vous êtes un authentique survivant. Pendant plus de 20 ans, vous avez lutté contre des bouffées de libido qui rendaient votre quotidien invivable. Alors, vous avez décidé de vous faire castrer, pas chimiquement, mais physiquement. Et aujourd'hui, tout va bien. Mieux que ça. Je suis totalement épanoui, très heureux. On en reparle à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous, Stéphane, pour la semaine de Guillon. À propos de l'affaire DSK, un journaliste américain relève les nombreux liens existants entre Nicolas Sarkozy et Ray Kelly, le chef de la police new-yorkaise. Le président a tenu à réagir. C'est totalement faux. Ray Kelly est une simple connaissance. En 2006, je lui ai juste remis la Légion d'honneur. L'été dernier, je l'ai invité à une petite fête à l'Élysée. Depuis, on s'appelle de temps en temps. Le dernier coup de fil, c'était le 14 mai dernier. Je lui ai juste dit que DSK était au Sofitel, qu'il aille voir s'il manquait de rien. Si la chambre avait été faite, s'il y avait du savon sous la douche. Le directeur du FMI était un ami. C'est normal que la France se soucie de son confort. Kenneth Thompson, l'avocat de la femme de chambre du Sofitel, a lancé un appel sur France 2. S'il y a une femme qui a été agressée sexuellement ou violée par DSK, qu'elle m'appelle. Eh bien, très bien, nous allons appeler Monsieur Thompson. C'est le temps que la communication se... Suite à un trop grand nombre d'appels, votre appel n'a pas été utile. Merci de renouveler votre appel. Depuis ce matin, on essaye. Impossible de le joindre, Kenneth. Bon. Manuel Valls annonce sa décision d'être candidat à la primaire du PS. Ah, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Manuel Valls, Ségolène Royal, Martine Aubry, François Hollande, Arnaud Montebourg. Attention tout de même à ce qu'il n'y ait pas plus de candidats que d'électeurs. Vous n'êtes pas candidat, vous, Monsieur Désir? Non, ça ira. Ça ira. Pas cette fois. Vous allez vous faire chier, vous êtes... Il va être numéro 1 quand Martine sera. Ah ouais. Je vais les aider. Voilà. Okay. À débattre. Très bien. Bon. À propos de sa candidature, Manuel Valls déclare « J'y vais pour gagner ». Excusez-moi. Les socialistes, ils vont encore perdre la présidentielle, mais au moins, à chaque fois, ils nous font marrer. François Hollande, favorable au mariage homosexuel. Ah bah c'est pour ça, voilà. On perd du poids, on se teint les cheveux, on roule en scooter, c'est pour ça, tout s'explique. Hein. Vous me direz 25 ans avec Ségolène, la Madone du Poitou-Charentes, n'importe qui vire sa cutie. L'affaire Bettencourt redémarre. Ça va pas marcher. Non. L'été dernier, c'était la seule série vedette. Ils auraient jamais dû l'arrêter. Depuis, il y a eu beaucoup mieux. Il y a eu Pervers à Manhattan, Le Podologue, les pédophiles sont parmi nous. L'affaire Bettencourt, à côté, tout le monde s'en fout. Ou alors, faut muscler l'intrigue. Si on apprend que Bagné se tapait de force le majordome mineur de Liliane après lui avoir massé les pieds, là, oui, ça peut nous intéresser.
Les 3 plaignantes de l'affaire Georges Tron témoignent enfin à visage découvert. On peut voir une photo? Ouais. Y a pas une autre photo? Oh putain! Waouh! Ah ouais! Ouais, là, je comprends Georges Tron. Hein, et tout d'un coup, tu quittes tout, femme, enfant, métier. Ouais, plus rien n'a d'importance, là. Des associations catholiques soutenues par Christine Boutin s'opposent à l'introduction de notions d'orientation sexuelle dans les livres des élèves de première. Ah ouais, c'est pas le moment. Avec toutes ces histoires de violeurs, de vieux satyres, masseurs de pieds, Boutin a raison. Il faut protéger les élèves de première. Les garçons naissent dans les choux, les filles dans les roses. Bon, parfois il peut arriver que des garçons se bourrent le chou ou que 2 filles se broutent le pétale. Mais ça ne regarde pas les élèves de première. Les corps des victimes du crash du Rio-Paris vont être rapatriés à Bayonne, en bateau cette fois, en bateau. Non, on ne peut plus prendre le risque de les repêcher une deuxième fois. Grande braderie à l'UMP. Déçu du faible nombre d'adhérents, Jean-François Copé fait passer la cotisation de 25 € à 10 €. Allez, messieurs, dames, on en profite. 10 €, 10 € pour de nouveau avoir Nicolas Sarkozy à la présidence. Allez, c'est pas cher. 10 € pour de nouveau avoir un ministre condamné pour injure raciale, un autre qui masse les pieds, un 3e soupçonné de favoritisme et de prise illégale d'intérêt. 10 € pour avoir un secrétaire d'État qui lit Zadig et Voltaire et un autre qui confond la marque de voiture Renault avec le chanteur Renaud. 10 €, messieurs, dames, pour avoir un gouvernement qui a l'aspect d'un bêtisier. Allez, on en profite, c'est pas cher. Tout doit partir. Liquidation totale avant fermeture. À la semaine prochaine. C'était Stéphane Dion que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20 mai. Henri Monod, rebonsoir. Vous êtes né le 12 mai 1946 à Lausanne, en Suisse. Père militaire de carrière, mère femme au foyer. Alors vous êtes un enfant espiègle, turbulent, un adolescent parfois difficile. Et votre père vous envoie en Allemagne pour vous recadrer. Ça n'a pas très bien réussi, comme vous le remarquez. Mais enfin, ça a quand même eu l'avantage de me permettre d'apprendre l'allemand, ce qui est extrêmement important dans un pays comme la Suisse. Oui. Où on est obligé quand même d'être voire trilingue. Voilà. Alors, à 23 ans, après votre service militaire, vous faites l'école d'hôtellerie de Lausanne. Vous devenez directeur d'un hôtel de la ville. À 24 ans, vous vous mariez avec une fille que vous connaissiez depuis 10 ans. 2 ans plus tard, vous avez un enfant, et 2 ans après, un autre. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'intimité de votre couple, à l'époque, vous avez une vie sexuelle bien remplie, mais pas débordante. Il y avait déjà une forte demande, mais enfin, qui restait dans des limites parfaitement raisonnables. Voilà. Alors, sur le plan professionnel, après une expérience aux États-Unis, vous revenez en Suisse, et là, vous faites comme votre père, vous entrez dans l'armée, vous avez 32 ans, et vous deviendrez général. Oui, c'était pas prévu du tout. Ouais. On m'a proposé de rester quelques temps dans l'armée, et je suis resté 27 ans. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai fini général de brigade. C'est bien. Là, vous observez que votre sexualité prend une place grandissante dans votre couple. Alors, évidemment, vous essayez des nouvelles choses, des nouvelles positions, etc. Vous pensez simplement à l'époque que votre sexualité et celle de votre femme est en train de s'épanouir. C'est exactement ça. Alors, avec le temps, ce que vous preniez pour du désir se transforme en véritable bouffée de libido. Vous dites, c'est comme si on m'injectait de la testostérone dans le cerveau. C'est comme une espèce de demande d'éjaculation à tout prix, quoi. Alors, c'est exactement, ça vous tombe dessus d'un coup d'un seul, vous n'attendez pas du tout, et c'est un besoin absolu de sexualité. Irrépressible. Ah, irrépressible. Ouais. Irrépressible. Ouais. Il faut, par un moyen ou un autre, calmer ce besoin. Ouais. Ça peut être la douche froide, ça peut être la masturbation, ça peut être ce qu'on veut, mais il faut le calmer. Ouais. Alors, résultat, effectivement, vous comblez votre épouse,
mais en plus, effectivement, vous vous masturbez plusieurs fois par jour. Le problème, c'est que ces débordements de sexualité commencent à devenir de plus en plus difficiles à gérer parce que vous avez carrément des crises. Une fois, vous êtes en voiture, vous êtes obligé de vous arrêter pour vous soulager, disons. C'est vrai, où j'ai dû m'arrêter sur une autoroute parce qu'on ne peut plus gérer. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est quelque chose d'infernal avec le temps. Pareil, lorsque vous êtes en réunion avec d'autres militaires, vous êtes obligé de vous isoler un petit peu. Exactement. Ouais. Donc, sous n'importe quel prétexte fallacieux, inévitablement, on sort un moment, on revient, ou alors on reste dans son coin complètement isolé. Et les gens vous posent la question, mais tu suis ce qu'on te dit, tu fais. Vous êtes ailleurs. Alors là, évidemment, vous commencez à considérer votre libido non plus comme un plaisir, mais comme une souffrance. Vous vivez dans une angoisse permanente de débordement et vous mettez en place des stratagèmes. Par exemple, lorsque vous êtes seul dans un bureau avec une femme, vous laissez la porte ouverte parce que vous craignez le regard des autres. Donc vous dites, si on peut nous voir, ça va prévenir ce geste, quoi. Oui, quand on est conscient de ce genre d'addiction, vous faites en sorte qu'il ne puisse rien vous arriver. Donc, c'est vrai une petite discussion avec une dame ou je sais pas, on laisse la porte ouverte, on fait en sorte qu'il ne puisse rien arriver. Et qu'en plus, dans son esprit, on a inévitablement avec le temps l'impression que les autres peuvent penser quelque chose. Alors on fait en sorte que ça ne se passe pas. Oui, le pire, c'est l'idée que ça puisse se voir sur votre visage. En fait, vous avez peur d'être démasqué. Vous vivez sans arrêt dans cette hantise et dans cette honte. La honte, au bout d'un moment, de dire, mais c'est pas normal. Et tout ce qui m'arrive, c'est pas possible. Il faut absolument que ça change. Il faut absolument que je me sorte de cette affaire. Et on est toujours plus fort que les autres. On veut le faire tout seul. Bien sûr. Et puis ça marche pas. Alors là, vous essayez le whisky. Alors évidemment, ça vous calme, ça vous endort. Mais en fait, ça ne fait que repousser l'échéance. Parce que quand vous vous réveillez, c'est encore pire, quoi. Quand vous réveillez le lendemain, alors vous regrettez tout de suite ce que vous avez fait. C'est totalement faux. Vous faites du mal et encore bien plus de mal. Oui, c'est encore pire. Et puis un soir, l'effet de l'alcool s'avère plus désinhibant que calmant. Vous discutez avec une jeune femme lorsque vous voyez de la peur dans ses yeux. Il y a eu ce moment où il a fallu dire stop. Et c'était parfaitement clair qu'elle a certainement aidé à dire stop. Et je l'ai compris, c'était stop. Votre médecin vous dit, le problème, il est dans votre tête, allez voir un psy. Et le psy vous dit, non, le problème, il n'est pas dans votre tête. Je ne sentais pas du tout avoir besoin d'un psychiatre. Je l'ai fait. Ce psychiatre que j'ai été voir a été un monsieur extraordinaire, a tout de suite compris que ce n'était pas du tout ça. Il m'a énormément aidé et c'est certainement grâce à lui qu'on a pu arranger les choses et aller jusqu'au bout. Voilà. Au fil des rendez-vous, vous finirez par trouver le nom du mal dont vous souffrez. C'est un dysfonctionnement hormono-émotionnel. Voilà. Là, vous racontez tout à votre épouse. Vous dites que ce fut un moment terrible, mais elle a compris. Elle a été remarquable, elle a parfaitement compris aussi certaines choses à un moment donné, qu'elle ne comprenait peut-être pas très bien avant. Elle m'a énormément aidé, et ça a été vraiment un chemin à deux. Alors là, vous commencez un traitement avec un médicament, c'est une sorte de castration chimique, mais les effets secondaires sont très difficiles à supporter. Vous avez des crises de frilosité. Effectivement, je me rappelle très bien en Italie, un soir, il faisait une température énorme, et j'étais enroulé dans une couette, et pendant 2 heures de temps, j'ai tapé des dents. Tellement j'avais froid, et en même temps, je transpirais énormément, évidemment. Ce sont des situations qui sont horriblement désagréables. Et puis alors, ça vous déprime? C'était pas de la dépression, c'était des crises de déprime. Tout à coup, ça vous prend comme ça aussi, vous asseyez dans un coin, vous pleurez 2 heures. Alors, ça m'a coupé ma libido. Ça m'a permis, si vous voulez, de revenir à ce que j'appelais, moi, normal, c'est-à-dire de ne plus avoir de sexualité, parce que ça me faisait tellement souffrir. Et puis, d'un autre côté, j'avais des effets donc terribles. Vous étiez déprimé, donc vous n'étiez pas plus heureux qu'avant, finalement. J'étais plus heureux parce que je n'avais plus de souffrance venant de la sexualité. Mais j'étais malheureux parce que je ne savais pas comment m'en sortir du tout. Est-ce que je continue avec les médicaments? Je souffre plus de la sexualité, mais je souffre d'autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un moment donné, c'est difficile. Ben là, il y a une solution. C'est la castration physique, c'est-à-dire la castration définitive.
le 21 septembre 2004, vous entrez dans une clinique de Lausanne et vous subissez l'ablation des testicules. Ça dure 2 heures, c'est une opération assez bénigne. Ouais, c'est rien du tout, c'est une petite opération, mais c'est dans la tête que ça se passe. Si vous n'êtes pas préparé pour ce genre de choses, il ne faut pas le faire. Si vous n'êtes pas persuadé que c'est bien, il ne faut pas le faire. Quand vous êtes allé faire cette opération, donc, qui est faite par des gens qui opèrent des transsexuels, etc., est-ce que vous aviez peur d'y aller? Ah non, non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Écoutez, la clinique m'a annoncé que j'avais une place pour l'opération au mois de juin. Pour le 21 septembre. Et depuis ce moment-là, j'ai compté les jours. Ah oui. J'ai compté les jours et chaque jour, je me dis, c'est la sortie du tunnel avance. Ah, vous en aviez vraiment envie, oui. Alors, c'était plus possible. Aujourd'hui, vous n'avez plus de vie sexuelle, alors? Du tout. Pas du tout, du tout? Strictement aucune. Vous dites, en fait, le sexe m'a tellement pourri la vie pendant des années que ça ne me manque pas du tout, finalement. Mais je suis ravi que quand vous avez souffert et que vous avez votre vie qui a été menée par des glandes, il n'y a qu'une solution. C'est de vous en séparer et être heureux. Ça s'est fait et je suis très heureux. Alors, votre épouse, vous dites, elle m'a aimé hypersexuel. Elle continue à m'aimer sans sexualité. C'est sympa. C'est plus que sympa. Elle vous aime. Je pense, oui. Alors aujourd'hui, finalement, le dysfonctionnement hormono-émotionnel peut pousser à commettre, vous le savez, des choses irréparables. Est-ce qu'on peut se contrôler, finalement? Incontestablement. On peut et on doit se contrôler. Mais voyez-vous, ça dépend quand même énormément de l'éducation que vous avez reçue. Vous aviez un père militaire, il faut dire, oui. Bon, d'une part, c'est vrai, probablement, et une mère qui a été très aimante, mais très stricte aussi. Ils ont bien fait. Grâce à cette éducation, grâce à la société dans laquelle j'ai grandi et je me suis épanoui, ça m'a probablement empêché d'avoir peut-être des accros, disons. Si vous n'aviez pas eu ces structures mentales, vous pensez qu'à un moment, vous seriez sauté sur une fille, quoi? Probablement, oui. Si je n'avais pas eu la chance d'avoir justement ce bagage qu'il fallait pour ne pas le faire. Et j'ai eu beaucoup d'énergie pour résister. C'est un témoignage absolument poignant. En fait, ce qu'a vécu ce monsieur, c'est un peu en pire, ou avec une sorte de paroxysme, ce qu'on a tous un peu vécu dans certaines périodes de nos vies. C'est ça qui est terrible, c'est un peu la tragédie des hommes. Moi, je suis désolé de me citer comme ça, mais c'est vrai que dans un roman récent, le dernier, Un très grand amour, j'avais écrit une phrase qui, je trouve, qui résume bien tous, là, les hommes. C'est l'homme, c'est le seul animal de la création qui a sa queue devant et qui court après. Je suis maintenant persuadé que si on consulte, dès qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, moi c'était vers 40-45 ans, je dirais, là je pense qu'il y a de fortes chances de s'en sortir parfaitement bien. Mais il y a un moment donné où on attend, on est plus fort que les autres, on est meilleur que les autres, on va s'en sortir tout seul. Il y a le fameux tabou de la sexualité, on n'ose pas. C'est ce tabou qu'il faut casser dans notre société. Ça prouve qu'on peut parfois commettre des actes répréhensibles et être malade, quoi. Voilà. Mais bien sûr. Mais ce que je trouve extraordinaire dans ce qu'il dit, c'est la façon dont son éducation lui permet de contrôler cette pulsion tellement insupportable qu'elle va l'amener à la castration. Mais il y arrive, parce que ça devrait nous faire réfléchir, ça, quand même, tu vois. Voilà. C'était Salut les Terriens, avec Harlem Désir, député européen numéro 2 du Parti Socialiste, Franz-Olivier Gisbert, pour Monsieur le Président, chez Flammarion, Gilbert Collard, pour les dérives judiciaires, chez Erol, Caroline Fourest, pour la biographie de Marine Le Pen, chez Grasset, Henri Monod, merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le SAV des émissions et Groland.com. Et pour les abonnés, à 20h50, comme les 5 doigts de la main d'Alexandre Arcadi avec Patrick Bruel. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sur canalplus.fr. Salut les terriens.
Pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.